Je suis tombé sur une sorte de leçon vidéo de Michel Onfray sur le linguiste et activiste politique Noam Chomsky, qui a été publiée sur Dailymotion. Il dit au début de son intervention qu'il aime bien lire les philosophes dans le texte et, si possible, l'œuvre complète. Mais compte tenu du fait qu'il est nul en langue, comme il dit, il n'aurait étudié que ce qui a été traduit en France, tout en nous mettant en garde contre les inévitables limitations des traductions. Or, ce qu'il dit dans cette vidéo sur l'œuvre scientifique et politico-philosophique de Chomsky est absolument incompatible avec la prétention d'avoir lu, ne serait-ce que dans une traduction médiocre, un seul article ou un seul livre de Noam Chomsky. Je me suis permis de reprendre une partie de ces affirmations et de leur opposer des citations originales. Pour vous faire votre propre idée, il serait peut-être préférable de regarder d'abord la vidéo dans son intégralité, et elle est accessible sur le lien que je donne ci-dessous. Alors, moi j'aime vraiment chez un philosophe pouvoir lire l'œuvre complète. Alors évidemment, il y a toujours des difficultés quand on ne pratique pas la langue, et je suis vraiment très nul en langue, c'est même pathologique. Donc, et puis en plus de ça, j'imagine que j'ai fait un peu d'espagnol, j'ai fait un peu d'allemand, j'ai fait un peu d'anglais, j'ai fait un peu de latin comme tout le monde. Bon, c'est bien de commencer par une petite note de modestie, mais pourquoi se mousser après avec cette énumération étonnante et un peu ronflante? J'ai fait un peu d'espagnol, d'anglais, d'allemand, de latin, comme tout le monde. Je ne connais vraiment pas beaucoup de personnes, même à l'université, qui ont fait toutes ces langues, même un tout petit peu. Et il y a chez Chomsky des choses qui évidemment m'intéressent. Alors l'homme de la grammaire générative, le personnage qui a fonctionné dans le structuralisme, qui a été victime d'une mode, ça me gêne toujours un peu. Et voici une citation originale pour enlever un peu de cette gêne. Donc voilà l'original en anglais, et je vous présente la traduction en français. En linguistique, les thèses dominantes étaient structuralistes. En tant que discipline théorique, la linguistique était consacrée à concevoir des principes d'analyse qui pourraient être utilisés pour rendre compte de manière organisée et systématique des éléments d'une langue, de leurs relations, des arrangements dans lesquels ils pouvaient apparaître, de la manière dont ils sont groupés en unités plus larges, etc. Il me semblait évident que ces approches étaient totalement inadéquates, en fait que la conception dans son ensemble était totalement erronée. L'usage normal du langage n'est pas un exercice d'habitude ou d'habileté. Ce qui caractérise l'usage du langage, c'est la créativité, dans le sens qu'il invoque à tout moment la production et l'interprétation de formes nouvelles dans l'expérience du locuteur de la langue ou même dans l'histoire du langage. J'espère que cet extrait de Noam Chomsky dans l'original et dans sa traduction, la mienne, rend suffisamment clair l'ineptie de ce que dit Onfray à propos de Chomsky, l'homme du structuralisme. N'importe quel étudiant ou étudiante en sciences du langage, dans un cursus sérieux, apprend au cours des premiers semestres que le courant générativiste, initié par Noam Chomsky, s'est développé précisément en opposition au courant structuraliste en linguistique et son équivalent en psychologie, le behaviorisme. Le célèbre compte-rendu de Chomsky du livre Verbal Behavior de B.F. Skinner, la figure de proue du behaviorisme, a été traduit en français dans la revue Langage en 1969, dans le numéro 16. Je recommande vivement sa lecture à Michel Onfray, pour élever ses connaissances au-dessus d'un minimum vital, du moins en ce qui concerne Chomsky, son homme du structuralisme. Michel Onfray aurait aussi pu taper Chomsky structuralisme sur Google et se rendre sur la page Wikipédia en français. Il aurait immédiatement reçu cette information de type « La linguistique pour les nuls ». Citation : « La linguistique générative regroupe un ensemble de théories développées à partir des années 50 par le linguiste américain Noam Chomsky. Elle s'oppose à la fois au behaviorisme et au structuralisme. »
qui effectivement a pu être structuraliste, ou a pu être touché par le structuralisme, ou a pu être concerné par le structuralisme à l'époque structuraliste. Moi, je me méfie des modes. Donc pour le rendre clair encore une fois, Chomsky n'a jamais été structuraliste. Ne répéter cette bêtise ne la rend pas plus vraie. Une des paraphrases d'Onfray contient, il est vrai, une graine de vérité. Chomsky était effectivement concerné par le structuralisme, mais certainement pas dans le sens qu'insinue Michel Onfray. Le courant structuraliste était contemporain, il est vrai, des travaux de Chomsky, qui était on ne peut plus anti-structuraliste, comme son contemporain les divers penseurs et acteurs politiques plus ou moins actuels avec Onfray. De là à faire l'amalgame entre lui et BHL, Finkielkraut et Zemmour, je ne sais pas. Et le traité de Bernard-Henri Léviste, de Zemmourien, etc., ça serait aller un peu vite en besogne. Deuxième remarque, il y a cette idée dangereuse qui consiste à dire, et ça procède aussi du marxisme, que le capitalisme a à voir avec la banque qui, elle, a à voir avec les juifs, qui, elles, ont à voir, les banques, avec Israël. Voilà une absurdité doublée d'une insinuation infâme. Sans aucune citation à l'appui, sans la moindre preuve, Onfray fait croire que Noam Chomsky a développé une idée aussi farfelue et vide de sens, et en même temps triviale, que le capitalisme a à voir avec les banques. Le capitalisme a bien sûr à voir avec les banques, comme il a à voir avec les chemins de fer, la métallurgie industrielle, les mines de charbon, la révolution industrielle, etc. Onfray dépasse les limites de la décence intellectuelle et morale quand il insinue par la suite que Chomsky lie l'essence du capitalisme aux Juifs et à Israël. De nouveau, sans la moindre trace de citation qui pourrait étayer ses propos diffamatoires. C'est tout simplement abject, moralement et intellectuellement. Nulle part, mais vraiment nulle part dans les écrits de Chomsky on trouvera une phrase qui pourrait être rapprochée de cette conception totalement idiote du capitalisme. Mais cette idée que capital, bourgeoisie, banque et judaïsme ont partie liée est une bêtise pensable au XIXe siècle. C'est une bêtise, hein, mais elle est pensable au XIXe siècle. Elle n'est plus pensable après Auschwitz. Elle n'est plus pensable, elle n'est plus du tout tolérable. Ce qui est surtout intolérable, c'est que Onfray crée dans l'esprit des personnes qui l'écoutent un lien étroit entre l'antisémitisme et Noam Chomsky, qui a lui-même souffert de l'antisémitisme catholique quand il était enfant. À l'âge de 20 ans, il s'est engagé dans un kibbutz en Israël, se considérant à l'époque comme sioniste de tendance socialiste libertaire. Il milite depuis des décennies aux côtés d'activistes et de figures intellectuelles, juifs et non-juifs, pour la reconnaissance des droits civiques et de l'autodétermination des Palestiniens et le respect du droit international. De la part des deux côtés, on n'a qu'à lire ses commentaires très critiques sur la stratégie terroriste de l'OLP dans les années 70. Chomsky ne mérite vraiment pas une telle insinuation infâme. Alors je ne dis pas qu'il y a ça chez Chomsky. Dont acte. Alors, pourquoi créer cet adversaire imaginaire, cet antisémite abruti, en plus de la vieille école qui ramène tous les maux de la terre à la juiverie internationale? Même les Le Pen, Orban et l'extrême droite autrichienne font actuellement bien la différence entre Israël, qu'ils admirent et courtisent parfois, et les Soros, Attali, etc. Mais il n'y a pas le contraire de ça. C'est strictement faux. Il existe d'innombrables interviews, articles, un nombre impressionnant de livres où Chomsky développe non seulement une argumentation claire, précise et subtile sur Israël, mais contrairement à Onfray, il étaye ce qu'il avance par une documentation inégalée, citant documents officiels, hommes et femmes politiques, articles de revues, travaux d'historiens, publicistes, tout ça dans le but de permettre aux lecteurs de pouvoir vérifier eux-mêmes, et pourquoi pas, prendre exemple sur lui, faire un travail intellectuel honnête.
le contraire de ce que fait Onfray dans cette vidéo. Dire qu'il n'y a pas le contraire des absurdités que Michel Onfray a développé ces dernières minutes me paraît simplement une absurdité de plus. Comment voulez-vous que Chomsky argumente par écrit de surcroît contre des élucubrations qui n'existent que dans la tête d'Onfray et celles de quelques exemplaires exotiques d'antisémites? Il arrive que dans les meetings, des militants pro-palestiniens lui posent des questions sur la toute-puissance du lobby juif. Et dans ses réponses, Chomsky fait exactement le contraire de quelqu'un qui lie tout à la juiverie mondiale. Je persiste à dire, je l'ai beaucoup dit, moi je suis un sioniste pro-palestinien. Alors évidemment, on peut dire oxymore, sens de la contradiction, pas du tout. Je pense que c'est ma lecture socialiste libertaire du conflit israélo-palestinien. Je pense que si on sort du jacobinisme, et Chomsky est un jacobin. Chomsky, un jacobin. Bon, lisons de nouveau ce que Chomsky dit dans le texte. Dans une interview, on lui pose la question « Quel est l'héritage du jacobinisme et du léninisme au sein de la gauche ?» Et Chomsky répond « Tout d'abord, ils sont très différents. Dans le cas du jacobinisme, nous pourrions discuter de cela, mais cela nous ramène au séminaire de philosophie. Il y a des questions intéressantes sur ce qui aurait dû être fait. Quelles actions appropriées auraient dû être menées dans la France révolutionnaire? D'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec les méthodes de Robespierre. » Voilà pour Chomsky le jacobin. Les gouvernants palestiniens, les gouvernants israéliens ont intérêt à cette guerre. Bon, si Onfray avait fait le petit effort d'acheter et de lire ce livre, Israël-Palestine, États-Unis, le triangle fatidique, il aurait pu dépasser le niveau de philosophie politique du comptoir qu'il vient de lâcher à l'instant. Ceux d'en haut, les méchants, et ceux d'en bas, les bons. Le colonialisme de colonisation est quelque chose de bien plus complexe que la lutte entre les chefs des indigènes contre les chefs des colons. Et l'histoire du conflit israélo-palestinien est également infiniment plus complexe que cette vision simpliste, puérile qu'il nous propose. L'évolution des courants extrémistes des deux côtés, et particulièrement la radicalisation de la politique israélienne, soutenue par les USA et mollement critiquée par les Européens, précisément au moment où l'OLP a officiellement reconnu Israël, renoncé à la stratégie du terrorisme, etc. Tout ça mérite une véritable cure de lecture pour Onfray. Je souligne que le livre est traduit en français. Chomsky cite des milliers de sources. On n'est pas face à quelqu'un qui vous assène des affirmations à l'emporte-pièce, assaisonnées de déclarations pompeuses sur son orientation politico-philosophique. Donc il faut, un peu comme Camus le disait pour la France et l'Algérie, à l'époque, avant 62, avant les accords d'Évian, envisager non pas un État ou deux États sur le mode jacobin, mais une confédération étatique. Bon, voilà une remarque sensée, pas très réaliste dans le contexte politique d'aujourd'hui, mais tout de même loin des inepties dont regorge cette leçon vidéo. En 1948, à l'âge de 20 ans, Chomsky avait déjà une vision similaire et il s'est effectivement engagé sur place, dans un kibbutz largement dominé par des militants d'extrême gauche, avec lesquels il avait de profonds désaccords. Pas étonnant, il s'agissait soit de staliniens, soit de trotskistes. Je vous donne la traduction d'un extrait d'une longue interview publiée dans le Journal for Palestine Studies. Quand et comment avez-vous été impliqué pour la première fois dans la question israélo-palestinienne? Ou, comme on disait alors, sioniste? La réponse: j'ai grandi avec elle. Mes parents faisaient partie d'un ghetto culturel, pas un ghetto physique, qui était la communauté juive de Philadelphie. Elle comprenait beaucoup de partis, mais celle où ils étaient profondément impliqués, c'était le renouveau des centres culturels hébreux, en particulier l'éducation hébraïque. Je suis devenu conscient de cela au début des années 30. Mon père était plutôt un disciple de Ahad Ha'am, dont la version du sionisme était un centre culturel pour les juifs en Palestine. Ma mère aussi, et leur cercle d'amis et d'associés étaient assez semblables. Je suis allé à l'école hébraïque et au collège hébraïque, et quand j'ai été assez âgé, j'ai commencé à enseigner à l'école hébraïque.
J'étais un organisateur de ce qu'on appelait alors les mouvements de jeunesse sionistes. Je suppose qu'aujourd'hui, on les appellerait antisionistes, parce qu'ils étaient généralement opposés à un État juif. Mes propres engagements précoces, quand j'étais adolescent, seraient un binationalisme socialiste. Voilà, le reste, vous pouvez lire cet extrait en arrêtant la vidéo. Le sionisme est un principe. Israël a droit à sa terre, oui ou non? C'est une question extrêmement claire. Je pense que ça n'est pas clair chez Chomsky. C'est strictement faux. Sionisme et État juif étaient très très longtemps pas du tout synonymes. Voilà un autre extrait de cette interview. Il faut bien se rappeler qu'un État juif n'était pas la position sioniste officielle quand j'étais jeune. Le premier engagement officiel à un État juif dans le mouvement sioniste date de la Seconde Guerre mondiale, avec le programme Biltmore de décembre 1942. Vous pouviez tout à fait être un sioniste et penser que c'était une très mauvaise idée et une erreur. Question. Quelle alternative voyez-vous? Je pense que l'alternative aurait été un État binational, basé sur les institutions de coopération existantes, mais réunissant arabes et juifs, ouvriers et fermiers, etc. Comment peut-on dire que Chomsky n'était pas clair sur cette question? Voilà une citation. Mais après 1948, mon sentiment était que même si ça avait été une vraie faute, par après, les règles du jeu ont changé. La résolution ONU de partition en novembre 1947 a été traitée comme une tragédie dans les cercles où j'étais. Mais maintenant, il y avait un État juif, un pays aussi, et une fois que l'État a fait partie du système international, je n'ai plus vu d'alternative. Et je ne vois pas d'alternative sinon de dire qu'il a les droits qu'a tout État dans le système international. Ni plus, ni moins. Bien que souvent il ait demandé plus. Tous les États sont horribles. Ils ont tous été formés par la violence. Les États-Unis se trouvent sur la moitié du Mexique. Les frontières européennes ont été consolidées par la force après des siècles de sauvagerie. Et c'est pareil partout dans le monde. Alors d'accord, en voilà un de plus. Donc c'est un extrait de la même interview. Je ne sais pas ce que Michel Onfray a lu de Chomsky, traduit ou non, et encore moins ce qu'il en a compris. Dans d'innombrables interviews et conférences, Chomsky a réitéré cette position. Dire que ce n'est pas clair chez lui est non seulement totalement contraire aux faits, mais témoigne une fois de plus de la malhonnêteté intellectuelle d'Onfray, ou de son manque total de connaissance des écrits de Noam Chomsky. On se demande si Onfray a lu ne serait-ce qu'une seule ligne de l'auteur sur lequel il se permet d'accumuler contre-vérité sur contre-vérité. Et qu'il y a un moment donné où la parole d'un intellectuel en l'occurrence, elle pèse lourd sur le destin des peuples et qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi parce qu'une parole peut tuer. On l'a bien vu avec Bernard-Henri Lévy qui a fait tuer des gens en Libye. La parole de Bernard-Henri Lévy a été mortelle. Non, ce ne sont pas les paroles de BHL qui sont mortelles. Ce sont, dans une certaine mesure, ses actes, son implication directe dans la propagande pour l'intervention militaire de la France sous Nicolas Sarkozy. Il a contribué à la préparation de l'attaque criminelle contre la Libye, avec toutes les conséquences que Michel Onfray dénonce à juste titre. Mais ceux qui peuvent être accusés d'avoir tué, entre guillemets, ce sont les responsables politiques de l'époque, Sarkozy et Obama en premier lieu. Non, non et non. Les paroles ne tuent pas, sauf dans certains cas extrêmes. Quand un officier ordonne à un soldat « tirer » et les soldats s'exécutent, on peut considérer le mot de l'officier comme directement lié à l'acte de tuer. La boutade des paroles qui tuent est à la base d'un profond malentendu d'une partie de l'intelligentsia française au sujet de la liberté d'expression. D'ailleurs, si Onfray prenait au sérieux ses propres mots, il devrait porter plainte contre BHL et tout faire pour qu'il ne puisse pas s'exprimer en public dès qu'il commence à s'agiter pour un nouveau bombardement humanitaire, comme il aime bien le faire. BHL a le droit de dire et d'écrire qu'il est pour une intervention militaire, comme il a le droit de dire et écrire ses âneries sur tout et n'importe quoi. Il faut dresser une frontière très nette entre l'expression d'une opinion, fût-elle absurde,
infâme, grotesque, et les actes. Ceci exclut bien sûr la calomnie sur une personne. La jurisprudence appelait bien des dispositions claires à ce sujet. Ça a considéré à envoyer des bombes, des balles, des obus sur un peuple. Ça a déconstruit un pays, ça a détruit la Libye, ça a rendu possible l'islam au Mali. Bon, il ne faut pas exagérer, l'islam est présent au Mali depuis le XIe siècle. Les musulmans représentent environ 90% de la population malienne. Pour leur écrasante majorité, ce sont des sunnites malékites. Le Mali est membre de l'Organisation de la coopération islamique depuis sa fondation en 1969. On ne peut vraiment pas mettre tout ça sur le dos du pauvre PHL. Ça a rendu possible la présence française au Mali, ça a détruit la totalité du Maghreb. Onfray exagère un peu l'importance de PHL quand il dit que l'essayiste au décolleté coquin a permis à la France d'être présent au Mali. La colonisation du Mali par la France a commencé en 1883. Elle n'a pas eu la même trajectoire que celle de l'Algérie, mais la présence de la France était bien antérieure à l'hystérie belliqueuse de Henri Lévy. L'intervention de la France peut être comprise assez facilement quand on regarde la situation géopolitique. Le Mali est tout proche du Niger, avec ses immenses réserves en uranium, matière première essentielle pour le secteur de l'énergie nucléaire français. Un État islamique à proximité de ces sites vitaux aurait constitué une menace existentielle pour l'approvisionnement énergétique de la France. J'ajoute qu'il y a aussi quelque chose qui, pour le coup, m'intéresse chez Chomsky, c'est cette défense de la liberté d'expression. Mais il faut qu'elle soit totale et absolue. On sait qu'à une époque, il a milité pour que Faurisson puisse s'exprimer au nom de la liberté d'expression. Non, il n'a pas milité pour que Faurisson puisse s'exprimer. Il a signé simplement une pétition lancée par un groupe de personnes, comme il en a signé beaucoup d'autres qui demandaient que des écrivains, journalistes, syndicalistes ne soient pas bâillonnés par l'État dans lequel ils vivaient. Cela concernait des opposants dans l'ancienne URSS et ses satellites, en Turquie, en Chine, au Chili, sans poser la condition que les avis de ces personnes soient compatibles avec les siennes. C'est ça qui est important. Ce principe fondamental de la défense de la libération d'expression semble apparemment impossible d'être accepté par une partie de l'intelligentsia française. Malheureusement, surtout à gauche. Moi, je ne veux pas dire que j'ai un problème avec cette question-là, parce que je n'ai pas un problème, pour moi c'est franchement tranché. Je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de pensées qui sont des délits. Le négationnisme est un délit. Dont acte. Onfray pense la même chose que les hommes politiques et juges qui ont créé le délit de négationnisme. Il s'agit tout simplement d'une négation de la liberté d'expression. Si on accepte les principes les plus élémentaires d'un débat sur les concepts comme la liberté d'exprimer son avis sur X ou Y, cette liberté doit inclure les avis les plus révoltants, les plus bêtes, les plus irrationnels. Et là, il y a légion. Non seulement du côté de quelques esprits obscènes qui remettent en cause le Holocauste ou la manière de le perpétrer. Soit on est pour la liberté, soit on ne l'est pas. Dire qu'on est pour la liberté d'expression sauf est tout simplement ridicule. Dans ce cas, on ne l'est pas. La position de Chomsky sur cette question est celle des Lumières. Il suffit de lire les contributions des philosophes, écrivains et autres penseurs de l'époque de Kant pour répondre à la question « Was ist Aufklärung ?» Qu'est-ce que les Lumières? Un débat célèbre à l'époque. Les restrictions de la liberté d'expression, qui nous semblent si naturelles en Europe, n'existent pas aux États-Unis, comme l'explique Chomsky dans l'interview suivante. Aux États-Unis, la liberté d'expression est protégée à un degré que je crois inconnu dans tout autre pays du monde. C'est assez récent. Dans les années 60, la Cour suprême a placé la barre très haut en matière de respect de la liberté de parole. Ce qui exprimait, à mon avis, un principe fondamental établi dès le XVIIIe siècle par les valeurs des Lumières. La position de la Cour fut que la parole était libre, avec pour seule limite la participation à un acte criminel. Si par exemple, quand je rentre dans un magasin pour le dévaliser,
un de mes complices tient une arme et que je lui dis « tire », ce propos n'est pas protégé par la Constitution. Pour le reste, le motif doit être particulièrement grave avant que la liberté d'expression soit mise en cause. La Cour suprême a même réaffirmé ce principe en faveur de membres du Ku Klux Klan. En France, au Royaume-Uni et, me semble-t-il, dans le reste de l'Europe, la liberté d'expression est définie de manière très restrictive. À mes yeux, la question essentielle est « l'État a-t-il le droit de déterminer ce qu'est la vérité historique et celui de punir qui s'en écarte ?» Le pensée revient à s'accommoder d'une pratique proprement stalinienne. Des intellectuels français ont du mal à admettre que c'est bien là leur inclination. Pourtant, le refus d'une telle approche ne doit pas souffrir d'exception. L'État ne devrait avoir aucun moyen de punir quiconque prétendrait que le soleil tourne autour de la Terre. Le principe de la liberté d'expression a quelque chose de très élémentaire. Ou on le défend, dans le cas d'opinions qu'on déteste, ou on ne le défend pas du tout. Même Hitler et Staline admettaient la liberté d'expression de ceux qui partageaient leur point de vue. J'ajoute qu'il y a quelque chose d'affligeant, et même de scandaleux, à devoir débattre de ces questions 2 siècles après Voltaire, qui, comme on le disait, déclarait « Je défendrai mes opinions jusqu'à ma mort, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez défendre les vôtres. » Et c'est rendre un bien triste service à la mémoire des victimes de l'Holocauste que d'adopter une des doctrines fondamentales de leurs bourreaux. La fameuse affaire Chomsky-Foresson est présentée de manière assez détaillée, même avec des contributions d'adversaires de Chomsky, dans l'excellent livre Chomsky de l'édition Les Cahiers de Lerne, qui présente surtout l'impact de son travail sur les sciences cognitives, les recherches en neurobiologie du langage et de la cognition, de la linguistique, psycholinguistique, l'intelligence artificielle, etc. Dans la dernière partie, l'affaire Foresson est traitée, une affaire dans laquelle le milieu intello-politique parisien s'est montré de son côté le plus hideux. Je pense qu'il y a chez lui une pensée qui est évidemment extrêmement structurée, mais que, et c'est la conclusion de ma conclusion, c'est un homme qui pense comme dans les années 60-70. Le logiciel Chomsky est arrêté à l'histoire de cette époque-là. Il a choisi le camp du bien, qui est pour lui le camp d'une Union soviétique qui n'existe plus. Innombrables sont les commentaires et analyses de Noam Chomsky au sujet de la tyrannie du système de capitalisme d'État, comme il l'appelle, qui fut érigé en Union soviétique. Il considérait ce système aux antipodes des idéaux d'un socialisme libertaire, et ce depuis Lénine et Trotsky. Sa sympathie pour les figures comme Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Rudolf Rocker et tant d'autres, tous extrêmement critiques envers la dictature érigée en URSS, sautent aux yeux dès qu'on écoute ou lit un minimum de ce que dit ou écrit Chomsky sur cette question. Il existe une multitude de textes et d'entretiens traduits en français qui en témoignent. Encore une fois, soit Onfray n'a simplement rien lu de Chomsky, ni dans l'original, ni dans une traduction, fût-elle mauvaise, soit il n'en a rien compris. Mais comme il déclare au début de sa leçon qu'il aime lire un auteur dans le texte, de préférence son œuvre complète en plus, une conclusion sévère s'impose. Cette vidéo est une imposture simplement grotesque. Voici un exemple des remarques de Chomsky au sujet de l'Union soviétique, parmi des centaines qu'on peut trouver à condition de posséder un minimum de décence et de rigueur intellectuelle dans sa recherche sur les écrits d'un auteur. Je commence par la deuxième partie. Et les soviets? C'étaient les soviets. Mais la première chose que Lénine et Trotsky ont détruit, sitôt après la révolution d'octobre, ce sont les soviets, les conseils ouvriers et toutes les institutions démocratiques. Lénine et Trotsky ont été à cet égard les pires ennemis du socialisme au XXe siècle. En tant que marxistes orthodoxes, ils ont estimé qu'une société retardataire comme la Russie de leur époque ne pouvait pas passer directement au socialisme avant d'être précipitée de force dans l'industrialisation. En 1989, au moment de l'effondrement du système communiste, j'ai pensé que cet effondrement représentait paradoxalement une victoire pour le socialisme. Car le socialisme tel que je le conçois implique au minimum, je le répète, le contrôle démocratique de la production, des échanges
et des autres dimensions de l'existence humaine. Toutefois, les deux principaux systèmes de propagande se sont accordés pour dire que le système tyrannique institué par Lénine et Trotsky, puis transformé en monstruosité politique par Staline, était le socialisme. Les dirigeants occidentaux ne pouvaient qu'être enchantés par cet usage absurde et scandaleux du terme qui leur a permis pendant des décennies de diffamer le socialisme authentique. Avec un enthousiasme identique, mais de sens contraire, le système de propagande soviétique a tenté d'exploiter à son profit la sympathie et l'engagement que suscitaient pour beaucoup de travailleurs les idéaux socialistes authentiques. On peut être d'accord avec Onfray sur beaucoup d'autres questions, en particulier en ce qui concerne l'actualité politique. À maintes reprises, ses commentaires sont pertinents et ils se retrouvent du côté de celles et ceux qui méritent d'être défendus contre la politique imposée par ce qu'on appelle, encore un abus de langage, le néolibéralisme, qui n'est ni nouveau ni libéral. Cette leçon vidéo sur Noam Chomsky est simplement indigne et montre le degré d'ignorance et de distorsion dont Chomsky est l'objet en France. Je conseille à Michel Onfray et à beaucoup d'autres de lire attentivement quelques livres et entretiens de l'auteur qu'il présente de manière si grotesque. La conséquence la plus naturelle serait de retirer cette vidéo, ou de la laisser et la présenter comme un contre-exemple pédagogique d'un travail intellectuel honnête. Et je suis vraiment très nul en langue, c'est même pathologique. Non, la pathologie n'est pas dans l'ignorance des langues étrangères. Onfray dit qu'il a lu un certain nombre de livres de Noam Chomsky. Si c'est vrai, il n'est pas seulement nul en anglais, espagnol ou ourdou ou autre langue ou d'autres langues, il est surtout nul en lecture de textes en français. Car ce qu'il dit de l'œuvre de Noam Chomsky, que ce soit en rapport avec son travail scientifique ou ses écrits politiques, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Je le redis, soit il n'a rien lu de Chomsky, ou presque, et alors sa leçon vidéo est une imposture. Soit il a tout lu avec une camisole intellectuelle et des œillères idéologiques de 3 mètres carrés. Dans ce cas, il a raison d'invoquer une forme de pathologie. Une troisième possibilité existe, il n'a simplement rien compris de ce qu'il a lu. Cela l'excuserait, mais cela me paraît peu probable.